tous et bienvenue. Allez, il est temps d'embarquer dans ce nouveau numéro d'Ushuaïa le Mag. Alors aujourd'hui, je suis sur les quais de Seine à Paris, un fleuve plutôt tranquille, peu de vagues, mais qui sait, les éléments pourraient peut-être se déchaîner. En tout cas, c'est ici que j'ai donné rendez-vous à Damien Castera, qui est un ancien surfeur professionnel devenu un aventurier responsable, car effectivement, le surf peut être un vecteur pour changer le monde. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, dans Ushuaïa le Mag, je reçois Damien Castera, un surfeur engagé. Puis nous irons à la rencontre de Ryan Manser, un aventurier en solitaire qui a décidé de partager sa passion avec un amateur. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la Surfrider Foundation, une ONG engagée pour la protection des rivages marins. Enfin, le tuto restera sur la thématique du surf en nous disant comment surfer éthique sur le web. Damien Castera, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. On vous a extrait un petit peu de votre Pays Basque natal pour vous faire venir à Paris, mais vous voyez, on a gardé quand même l'eau comme élément rassurant. Ça va? Vous vous sentez bien? Je me sens bien. Bon, ça va, c'est le principal. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, parce que je crois que vous êtes venu au surf finalement assez tardivement, dans votre enfance, mais avant cela, en revanche, le goût du voyage, lui, il est venu très tôt. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé surtout avec mes parents qui m'ont transmis très tôt l'amour de la mer et de la biodiversité. On a passé entre 10 et 12 étés quand j'étais petit sur les côtes sauvages de Galice. Donc j'ai passé beaucoup de temps au milieu du granit et des forêts de laminaires, donc toutes ces algues marines. Et c'est vrai qu'avant de commencer le surf, j'ai donc commencé par la plongée, puis par la chasse sous-marine parce qu'on se nourrissait du poisson qu'on attrapait. Et donc très tôt, j'ai eu cet amour de la mer. Mon père avait fait des études d'océanographie, donc je m'amusais à apprendre le nom des algues en latin, le nom des poissons. Ma maman plongeait beaucoup aussi, donc j'ai pu partager ces moments-là avec eux et avec mon frère. On dormait sous la tente pendant toute cette période, donc j'ai été ouvert à l'aventure, au bivouac, aux nuits sous les étoiles, et très tôt ça a été une passion. Est-ce qu'il y a également des livres, des ouvrages, des noms d'aventuriers qui vous fascinaient quand vous étiez enfant ? On va dire que j'ai commencé à être ouvert sur les beautés du monde avec le commandant Cousteau et par la suite avec Nicolas Hulot. Ça, c'était pour l'image. Et après, je suis très vite parti dans l'imagination un peu plus subjective avec les livres, les récits d'expédition. Et pourtant, avant de devenir aventurier, donc, vous avez été surfeur. Alors là, vous y êtes venu comment au surf? Ça, c'est l'appel des vagues quand on habite dans le Pays Basque. Chez nous, en fait, on a le choix entre la pelote, le rugby ou le surf, en gros. Donc, le mieux, c'est de faire les trois. Mais le surf, j'ai un tonton qui est un des premiers surfeurs du Pays Basque. Donc, très jeune, j'ai été dans la mythologie un peu des noms du surf, comme tous ces endroits comme Bali, qui étaient à l'époque des endroits très sauvages. Et puis, j'ai grandi un peu dans ces récits-là où mon oncle essayait de voyager pour rester dans l'été toute l'année, quoi. Donc l'hiver au chaud, il se fabriquait ses propres planches et puis c'était un peu l'esprit beatnik de l'époque, donc ça m'a assez attiré, cette espèce d'anticonformisme et de liberté. Et puis après il y a tous les copains qui s'y mettent, donc on fait pareil, on s'y met, et puis je suis passé de la plongée au surf, ça reste quand même dans le même élément. Oui. Enfin après, vous êtes quand même passé du surf en tant que loisir au surf en tant que passion, profession. Vous êtes devenu surfeur professionnel. Racontez-nous ces années-là. Ça s'est fait vraiment sans calcul, en fait. C'est une passion, donc on passe son temps dans l'eau. Au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas participer à une première compétition, puis une deuxième. Au début, on n'est pas très bon, et puis petit à petit, quand même, se surpasser, ça donne envie. Enfin, c'est une motivation qui donne envie d'aller plus loin. Donc on en fait une, deux, trois, et puis un jour, il y a un résultat qui tombe, et puis deux, et puis on se dit pourquoi pas faire le tour européen, puis le tour mondial. Alors, vous avez quand même remporté une Coupe d'Europe, vous avez été 5e à un championnat du monde. Donc, vous avez quand même une belle carrière de surfeur professionnel. Est-ce que vous êtes déjà allé surfer en Afrique du Sud? Jamais. Ah. J'ai fait la Namibie juste au-dessus. Mais pourtant, il y a des vagues quand même aussi en Afrique du Sud. Il y a plein de requins aussi. C'est ça. Bon, alors moi, je vous propose qu'on aille voir justement le portrait d'un autre aventurier qui est justement sud-africain. Il s'appelle Ryan Manser et lui, il a décidé de combattre le blues du dimanche soir en devenant tout simplement aventurier. Bon, et pour autant, vous n'avez pas décidé de raccrocher votre planche de surf. Là, vous avez décidé de garder le côté voyage avec votre planche, mais de partir à l'aventure cette fois-ci. Là, le but, c'était de partir beaucoup moins souvent, de faire, on va dire, deux gros voyages par an, mais en prenant le temps de rester sur place, de rencontrer les gens et d'avoir, en gros,
Une liberté totale, quoi. C'est une autre manière de voyager, c'est-à-dire que là, généralement, on prépare le voyage pendant des mois, on se documente, on lit, on vit le voyage, et puis après, il y a des récits ou il y a des documentaires. Donc c'est des projets qui sont passionnants sur plusieurs mois, voire sur une année ou 2 années. Vous cherchez des endroits où il y a de nouvelles vagues à explorer, mais aussi où la présence de l'homme, elle est presque, elle est minime en fait. Ça, c'est un peu votre quête. C'est vrai que j'avais pour ambition de renouer avec des endroits très sauvages où il n'y a pas beaucoup d'humanité parce que c'était pas ma priorité. C'était vraiment là, je voulais la nature, les ours, les orques et la nature sauvage. Depuis, donc j'ai fait l'Alaska, la Patagonie et la Namibie qui était très sauvage et très peu peuplée. Depuis, je me suis tourné vers des voyages également sur le côté humain avec Le Libéria. le Libéria et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où là, c'était plus l'approche presque sociale de certaines tribus. Voilà, en Papouasie, ils surfent sur des morceaux de bois. C'est exceptionnel de voir ça. Et au Libéria, ils ont toute cette démarche où, en sortant de 15 ans de guerre civile, il y a des villages où ils ont développé le surf. Et ça canalise un peu les jeunes, ça les fait participer à... La surfothérapie, un peu, Exactement, presque. la surf-thérapie. Dans tous vos voyages, est-ce qu'il y a un paysage, par exemple, que vous retenez particulièrement? Une carte postale? Il y a l'Alaska, qui est vraiment quasiment mon plus beau voyage. J'y étais deux fois 2 mois. Et en fait, il y a cet endroit où on surfe. Les vagues viennent se briser au pied du mont Saint-Élias, qui est une montagne qui culmine à 5884 mètres. Donc il faut imaginer cette forteresse de neige qui tombe dans l'océan avec les couleurs du crépuscule et les vagues qui se brisent, c'est magnifique. Et puis il y a des orques, des ours sur la plage, des orques dans l'eau. Et est-ce qu'il y a un sourire d'une personne que vous retenez de vos voyages aussi? On a vécu, je pense, le plus grand moment humain que j'ai vécu, c'était le Libéria. C'est une guerre qui a été très très violente, et une guerre ethnique qui est voilà, avec de la magie noire, avec du cannibalisme, avec beaucoup de choses qui ont laissé des séquelles dans le regard des gens là-bas. Et sur les murs, partout, on voit que c'est un pays qui est meurtri et qui peine à se relever. Donc c'est vrai que quand on a pu partager des moments de bonheur avec le surf, avec ces enfants-là, c'était fantastique, vraiment. Il y a un sourire aussi que vous devez peut-être retenir, c'est celui du réfugié que vous avez accueilli chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait? Comment ça s'est fait en fait tout ça? Il y a eu aucune réflexion là-dessus. Je suis la cause des réfugiés depuis longtemps. C'est quelque chose qui me touche. Et en fait, depuis que la montée du populisme est arrivée en Italie, ils ont fermé les frontières. Et nous, on est devenu une étape sur la route de l'exil au Pays Basque, parce que maintenant, on a beaucoup d'Africains qui traversent l'Espagne et ils passent par Bayonne. Quand on tombe sur un gamin de 16 ans qui est pas bien du tout, qu'est-ce que vous voulez? Vous le ramenez à la maison pour prendre une douche, pour le prendre un repas chaud, et puis il est resté 3 semaines à la maison avant que je trouve une famille d'accueil sur le long terme, parce que moi je bouge souvent, donc c'est compliqué de le garder. Mais je le récupère une fois par semaine. Là, il est scolarisé et tout, donc c'est super. Ouais. Ça a été très vite pour lui. Ouais. Et oui, eh bien, un déchet en terre, c'est un déchet dans la mer. En fait, tout retourne à l'océan. Et d'ailleurs, ce trajet, c'est un peu le fil conducteur que vous avez pris pour faire votre série documentaire Odyssea. Racontez-nous un petit peu le principe, cette série que vous faites avec Mathieu Crépel. C'est ça. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a construit ce projet avec Mathieu. Alors Mathieu, qui est, lui, adepte de sport de glisse aussi. Champion du monde de snowboard et représentant tricolore au JO. Il a un sacré palmarès, je ne vais pas l'énumérer ici parce que ça va être long. Et en fait, on a décidé de suivre un peu ce parcours sportif en partant des montagnes jusqu'à l'océan et de suivre le chemin de l'eau, du flocon jusqu'à la vague. Voilà, c'est un parcours qui a pour but de montrer l'interdépendance des environnements. Et de montrer que ce flocon qui arrive pur sur une montagne, quand il arrive au niveau de l'océan, généralement, il est chargé de bactéries et il est pollué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, c'est le passage des villes. Oui. Ça peut être également des terres agricoles qui retiennent plus grand-chose dans les sols et ça part dans les rivières. Et donc, en fait, tout est interconnecté. Donc, voilà, le but, c'était lui, il glisse sur la neige, moi, je glisse sur l'eau.
au niveau des vagues. Et le but, c'était d'essayer de joindre un peu nos expériences. Et donc, c'est également quelque chose où on partage nos expériences. Lui m'apporte le côté montagnard, moi le côté plutôt océanique. Et on fait une aventure géographique et naturelle et humaine et tout ça. Donc la dimension poétique quand même de suivre ce flocon qui va devenir ensuite une goutte d'eau et aller à l'océan, mais aussi cette dimension un peu environnementale alors. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis après, voilà, généralement, on laisse la parole pour les constats à des gens qu'on rencontre qui vivent vraiment tous les jours, que ce soit en montagne ou sur le bord des rivières ou au niveau de l'océan. Nous, on a décidé de jamais avoir un discours moralisateur, parce que déjà, on n'est pas très bien placé forcément pour le faire, ou légitime. Mais par contre, c'est les gens qu'on rencontre, que ce soit... Voilà, au Chili, par exemple, les Mapuches qui vivent des ressources naturelles de l'océan, ou en Alaska, les peuples Inupiat ou comme ça. Donc, on a rencontré pas mal de personnes qui ont pu nous faire des témoignages assez poignants sur les changements, la fonte des glaciers. Bon, c'est beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais après, il y a des choses qu'on ne connaît pas parce que c'est invisible. Cette série documentaire, donc Odyssea, premier numéro, c'était quoi alors le trajet que vous avez suivi? C'était en Alaska, en partant des glaciers de Glacier Bay jusqu'au golfe d'Alaska. Oui. On a mis 6 semaines, je crois, pour faire la totalité du parcours. C'était assez lourd logistique parce que là, on est vraiment dans les glaciers, vraiment perdus. Et après, voilà, l'Alaska est un pays très grand, donc c'était assez compliqué. Alors, deuxième voyage, là, vous étiez plutôt dans l'hémisphère sud, dans les Andes. Voilà, on a fait les 2 pointes de l'Amérique, on a fait le nord complètement, et puis l'année d'après, on est parti dans le sud. Donc là, on est parti des Andes, qui sont quand même une chaîne de montagnes magnifique qui borde l'océan Pacifique, et on a grimpé le volcan Osorno, qui est un stratovolcan qui est vraiment majestueux dans la région des lacs, au port de la Patagonie chilienne. Et on est parti donc jusqu'à l'île de Chiloé, voilà, où se mélangent vraiment les légendes, les croyances et l'univers très océanique du peuple mapuche. Et troisième numéro, que l'on va découvrir d'ailleurs sur Ushuaïa TV ce mois-ci, dans le cadre du Mois des Aventuriers. Première diffusion, c'est un inédit. Et là, vous êtes allé un petit peu moins loin. Vous êtes resté dans les Pyrénées. Voilà, tout à fait. Le nom du film, c'est ça, c'est Odyssea, retour aux sources. C'était important avec Mathieu de revenir chez nous pour montrer plusieurs choses, pour montrer que déjà on a des terrains de jeu magnifiques chez nous et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller très loin pour vivre l'aventure. Là, en France, il fallait vraiment trouver quelque chose pour créer l'aventure, il fallait réfléchir et puis voilà, montrer aux jeunes que n'importe qui peut construire un radeau, peut descendre la montagne qu'il y a derrière, et ça dépend juste de la capacité à entreprendre qu'on a. Et bien voilà, comme quoi on peut surfer sur Internet de façon responsable. Et vous, Damien, vous êtes aussi un aventurier responsable et vous avez choisi, par exemple, d'associer votre image à une marque de vêtements éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est une marque française déjà, c'était important pour moi de bosser avec des Français, des jeunes qui ont mon âge, donc il y a une vraie relation qui s'est créée, et ils ont développé une marque de vêtements qui est basée sur le recyclage des produits, qui est basée sur l'utilisation de produits comme le coton bio. Et là, ils sont en train de développer des combinaisons de surf en EVA naturel, sans solvant. Donc c'est vraiment, ils ont mis l'accent là-dessus avec une vraie démarche durable pour l'environnement. Oui, parce que le surf, parfois, est un petit peu pointé du doigt. On dit que c'est un sport proche de la nature, mais que ce soit les planches ou les combinaisons, elles sont faites à partir de pétrole et elles sont difficilement recyclables. Vous avez trouvé finalement une solution qui vous plaisait. Oui, c'est sûr que ça va plus en adéquation avec ma démarche. On peut même pousser la chose avec des planches maintenant qui sont fabriquées avec de la fibre de lin, avec des résines biosourcées, pardon. Il y a même des planches en liège maintenant. Donc c'est en train d'évoluer. C'est un peu comme les technologies utilisées par Corentin de Châtel-Perron, je crois que vous avez reçu il y a quelques semaines. Et voilà, c'est le même principe. On est en train, voilà, la recherche évolue, et c'est vrai que jusqu'à présent, les planches et les combinaisons étaient issues du pétrole, et c'est pas ce qu'il y avait de mieux en termes de développement durable. Bon, et Damien, en 2018, vous êtes devenu membre de la Société des explorateurs français. Vous êtes un des rares surfeurs à en faire partie. Un honneur, j'imagine, mais qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Vous en attendez quoi?
Ouais, déjà, c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir mettre son nom, surtout en tant que surfeur, dans cette grande liste d'aventuriers, d'explorateurs. C'est un peu l'appartenance à une famille qui a des valeurs un peu aujourd'hui qui ont l'air dépassées. C'est prendre le temps, voyager en prenant le temps, la lenteur, le côté scientifique, le côté poétique, la littérature, le sport, le journalisme, regroupe beaucoup de choses. Mais tous ces gens, ils ont la même passion du voyage, de la découverte, et c'est surtout des gens très curieux qui n'ont pas oublié de rêver. Damien, qu'est-ce que vous m'avez ramené comme objets qui sont importants pour vous? D'abord, le journal de bord. Oui. Obligatoire. Parce que vous aimez les mots, vous aimez écrire. Ouais, et puis le journal, il a plusieurs, il a un rôle divers, c'est-à-dire que déjà, il permet d'intensifier l'observation pendant le voyage et d'agencer un peu les idées, donc c'est un peu une discipline qu'on se met quand on sait qu'on a son voyage à écrire et à faire le récit tous les soirs. C'est vrai qu'on est attentif aux subtilités de tout ce qu'on vit. Donc ça, c'est le premier truc qui est fondamental. Et ça, c'est ce qui va avec, c'est les livres qui m'accompagnent partout. Et le dernier, c'est plus symbolique, c'est une couronne de Amanjano, qui était un chef homme-fleur, qui est un chef homme-fleur, donc de la tribu des Mentawai. C'est l'archipel des Mentawai qui se trouve en Indonésie, en face des îles de Sumatra. Et c'est un peuple qui vit dans la forêt et ils ont une certaine coquetterie, ils se mettent des fleurs partout, ils ont des couronnes de perles. Merci Damien. Alors, votre coup de cœur et votre coup de griffe, c'est tout de suite avant de retrouver votre Pays Basque. Et puis, on vous souhaite un bon surf et de bonnes prochaines aventures. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de m'avoir reçu. Coucharte, adio. Donc, mon coup de cœur va pour l'association du Flocon à la Vague, qui lutte depuis 10 ans à la protection de l'eau sous toutes ses formes. Depuis la neige des montagnes jusqu'aux océans, en passant par la pollution des rivières, à travers différents projets sportifs et pédagogiques. Et mon coup de griffe va pour la loi de Trump de 2017 qui autorise la chasse aux loups et aux ours jusque dans leur tanière. Donc voilà, ces pauvres animaux n'ont plus la trêve de l'hiver et c'est assez symptomatique de la folie actuelle.